C'est une des conséquences de la fusion des régions. Les services déconcentrés de l'État se réorganisent eux aussi. Selon quels critères, avec quelles conséquences pour les usagers et pour les personnels? On en débat maintenant dans La Voix est libre, une émission spéciale en direct de la préfecture de Dijon. Bonjour, La Voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 et nous commençons cette nouvelle année politique avec un rendez-vous exceptionnel à la préfecture de Dijon pour parler de la réforme des services de l'État en Bourgogne et en Franche-Comté, puisque la fusion de nos deux régions entraîne de nombreux changements avec la désignation de Dijon comme capitale et une répartition des administrations sur les deux régions. Bonjour Jérémy. Bonjour Lilian, bonjour à tous. Alors avec nous sur ce plateau, 5 invités. D'abord Éric Delzan, préfet de Bourgogne, bonjour. Préfet préfigurateur de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez à ce titre réparti les directions des différents services de l'État entre nos deux régions. Face à vous, une représentante des fonctionnaires, parce qu'évidemment cette réforme préoccupe les fonctionnaires. Dominique Aubry-Frelin, vous êtes secrétaire régional de la CFDT en Franche-Comté, en charge du dossier réforme territoriale. Vous êtes également secrétaire de la section de votre syndicat au Conseil régional de Franche-Comté. Et puis il y a également sur ce plateau 3 invités qui représentent 3 catégories d'usagers des services publics. Alors d'abord Ludovic Rochette, vous êtes président de l'association des maires de Côte-d'Or et maires de Brugnon, membre du parti Les Républicains. Jean-Luc Piton, vous représentez-vous les chefs d'entreprise, vous êtes président du MEDEF de Franche-Comté. Et enfin, Christian Magnin-Fézot, président de l'ARUCA Franche-Comté, une association régionale des usagers des services de soins. Bonjour à tous les 5, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Et chez vous, parce que vous êtes tous concernés, vous pouvez bien sûr réagir sur nos 2 sites internet en Bourgogne et en Franche-Comté. Vos questions seront posées à nos 5 invités dans la deuxième partie de cette émission, juste après le flash de midi. Alors pour bien comprendre de quoi nous allons parler, je vous propose de voir comment ont été réparties les directions des différents services de l'État entre les 2 villes-préfectures aujourd'hui, Dijon et donc Besançon. Alors à Dijon vient donc la préfecture de région, mais aussi l'agence régionale de santé, les directions régionales des finances publiques, la DRAF, l'alimentation, l'agriculture, la forêt, la jeunesse et sport, cohésion sociale et les affaires culturelles, ainsi que la cour régionale des comptes et le rectorat. Vous venez de le voir à Besançon, un rectorat de région, les directions régionales de l'environnement, l'aménagement et le logement, ce qu'on appelle la DREAL, mais aussi la DIRECT, tout ce qui gère l'économie. Et puis enfin l'INSEE, une présentation, Lilian, qui a été présentée comme équilibrée. Alors c'est la question qu'on doit bien sûr poser à Éric Delzan. On vient de voir 2 plateaux de la balance. Est-ce que c'est une ventilation équilibrée et est-ce que d'ailleurs c'était l'objectif d'équilibrer? Alors d'abord, sur quel principe cette réforme est-elle fondée? 3 principes. Le premier, c'est un principe d'équilibre des territoires et donc d'équilibre des capitales. Vous venez de faire une présentation qui n'est pas tout à fait exacte, parce qu'il s'agit de la répartition des sièges régionaux de ces grandes directions régionales. Mais naturellement, des services de ces directions régionales resteront implantés dans chacune des villes. Je prends l'exemple de la direction régionale de l'environnement. Elle va être implantée, avoir son siège à Besançon, mais il y aura des services de la DREAL et donc des fonctionnaires de la DREAL qui continueront à être à Dijon et qui continueront à travailler à Dijon. Donc, n'allons pas imaginer que, en quelque sorte, on vide une des villes qui serait Besançon, par exemple, au profit de l'autre qui serait Dijon, ou réciproquement. Le deuxième principe de cette réforme, et qui est très important aussi, je crois, il faut que tous ceux qui nous écoutent le comprennent bien, c'est qu'elle est faite pour plus d'efficience du fonctionnement des services de l'État et plus d'efficience du service public. Je crois qu'on est à une époque où tous les usagers du service public, qui sont d'ailleurs représentés ici, attendent cette plus grande efficience, cette plus grande efficacité. Cette réforme est faite pour ça. Et puis elle est faite aussi, troisième enjeu majeur, parce que je crois qu'il faut bien en avoir conscience, pour que on ait, encore une fois, un État qui soit modernisé dans son mode de fonctionnement. Ludovic Rochette, est-ce que du côté des politiques, du côté des élus, côte-d'Orien que vous êtes, il y avait une inquiétude, un souhait, une demande de conserver des choses? Bien sûr. Nous, ce qui nous a heurté au niveau national, je ne parle pas du niveau local, monsieur le préfet, au niveau national, c'est cette réforme qui a été très brutale.
avec des incertitudes qui ne sont pas forcément totalement levées. Et bien sûr, hein, les élus, que ce soit des élus bourguignons, franc-comtois et après de la nouvelle région, seront extrêmement vigilants au mouvement de personnel qui pourrait se faire. On va en parler, bien sûr. Et puis, il y a ce qui va se passer aussi au conseil régional. Alors, mais le préfet a raison, Ludovic Rochette. Vous attendiez, vous, en tant qu'usager, que les services de l'État se modernisent, soient plus efficients? On ne demande que ça. On demande que des services de l'État et des services des collectivités locales encore plus efficients. On a des incertitudes après sur les moyens financiers, que ce soit dans le cadre de la déconcentration ou de la décentralisation. Jean-Luc Piton, la même question finalement pour les chefs d'entreprise. On disait c'est une réforme qui allait vite. Hein. Est-ce que de votre point de vue, est-ce que ce qui est remonté du terrain avec vos adhérents, c'était la peur que dans une région il y ait des choses qui soient plus là, des interlocuteurs qui disparaissent? Non, les chefs d'entreprise, les milieux économiques en général, n'ont pas une réaction de peur par rapport à cette réforme. On a des interrogations, on a des attentes, mais il n'y a pas de peur. L'horizon des entreprises, c'est un horizon international. Le monde bouge et le monde bouge vite. Donc il est évident que des réformes sont nécessaires également en France. Ceci dit, la façon dont elle a été conduite nous interpelle un peu, mais ce n'est pas notre préoccupation en première ligne. Notre préoccupation, c'est de savoir si cette réforme conduira à des économies ou pas, et si elle générera une plus-value économique d'attractivité du territoire qui en manque d'une façon importante. Et alors, je vous renvoie à la question. Est-ce que, selon vous, cette réforme va générer des économies? Écoutez, d'après ce qu'on a compris, il y a d'abord des surcoûts. Hein. Peut-être pas au niveau des services de l'État, mais au niveau en tout cas des conseils régionaux, ça paraît assez évident, dans un premier temps. Et les économies nous sont présentées comme étant à terme et donc peut-être un peu aléatoires. En tout état de cause. Mais vous, ça vous paraît plausible ou pas? Oui, bien sûr. On voit d'ailleurs, en ce qui concerne la réorganisation de l'État, et on n'avait pas de excusez-moi, on n'avait pas de doute par rapport à ça. L'État en France est très fort, très bien organisé et très, très compétent. On sait qu'on a une des meilleures organisations des pouvoirs publics en France, au monde, mais donc on n'a pas d'inquiétude sur la possibilité de mettre les choses en ordre, et on voit qu'elles se mettent effectivement en Bourgogne et Franche-Comté en ordre d'une façon assez précise et efficace, et tous les contacts que nous avons nous rassurent de ce côté-là. Éric Delzan, au-delà de tout ça, est-ce qu'il a fallu aussi équilibrer, négocier et faire en sorte que tout le monde en sorte la tête haute de ça, en particulier les élus, les maires, les présidents de collectivités Je crois qu'une bonne réforme, c'est une réforme qui ne fait pas se dresser les uns contre les autres. Et en l'occurrence, qui ne fait pas se dresser les territoires les uns contre les autres. Il ne fallait pas que la réorganisation de l'État en Bourgogne-Franche-Comté soit l'occasion d'un affrontement entre précisément les deux capitales, Dijon et Besançon, ou entre les deux territoires. Il fallait donc qu'elle soit équilibrée. Et moi, je considère que les choix qui ont été faits par le gouvernement, que je mets en œuvre sur le terrain, correspondent à cette nécessité d'un équilibre. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites sur la question des économies. Oui, cette réforme créera des économies. Et comme toujours, dans une réforme qui se déroule, encore une fois, sur le moyen-long terme, ce n'est pas le 1er janvier 2016 qu'on va constater les économies, bien entendu. Mais elle générera des économies. Pourquoi? Parce que le mode de fonctionnement de l'administration sera plus efficace. Parce que la modernisation des méthodes de travail permettra de générer ces économies. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on fait se déplacer des fonctionnaires, des élus. On leur fait faire parfois 2 ou 3 heures de route pour participer à des réunions. Demain, on va généraliser des méthodes de travail qui permettront de faire ces réunions en visioconférence avec des systèmes de validation, d'officialisation, qui feront que les gens n'auront plus à se déplacer. C'est quand même une économie formidable de plus avoir à faire 5 heures de route quand on vient de Nevers à Dijon pour participer une demi-heure à une réunion. Pareil pour Belfort, etc. Donc voilà le type d'économies qui vont être générées. Alors évidemment, elles vont se générer dans la durée. Et l'organisation que je mets en place est aussi une organisation susceptible de générer des économies par la mutualisation des services communs, par des méthodes de numérisation, des méthodes de recours aux techniques modernes de communication, qui feront encore une fois que les fonctionnaires travailleront dans de meilleures conditions et donc généreront des économies. Alors on va faire réagir Dominique Aubry-Frelin et Christian Magnin-Fézot, mais d'abord,
Deux réactions à cette répartition des directions, des états-majors des services de l'État. Comment les élus locaux ont réagi à vos annonces, Monsieur le Préfet? C'était fin juillet. Je vous propose d'écouter Jean-Louis Fousseret, maire socialiste de Besançon, et François Sauvadet, président UDI du Conseil départemental de Côte-d'Or. Moi, ce que je souhaitais dans un premier temps, et je trouve que l'État a plutôt bien conduit cette première étape, c'était qu'il n'y ait pas de sentiment de déclassement d'une ville par rapport à l'autre. Bon, Besançon aujourd'hui a des services économiques, emploi, Dijon, capitale administrative, voilà, maintenant au travail. Je suis satisfait. Ça n'a pas été facile, hein, il a fallu discuter beaucoup, mais je dois dire que la parole du Premier ministre, du Président de la République et du ministre de l'Intérieur a été respectée. Voilà, tout le monde est content. C'est l'école des fans, voilà, disait Lilian pendant qu'on écoutait Jean-Louis Fousseret et François Sauvadet. Est-ce que vous êtes contente et satisfaite aussi, Dominique Aubry-Frelin? On va attendre pour savoir si on est satisfait que la réforme produise ses effets. Maintenant, c'est vrai que l'exigence de la CFDT était sur l'équilibre des territoires, que le bicite fonctionnel, c'est-à-dire ce qu'a expliqué Monsieur le Préfet, une administration a son siège dans une ville, mais il y a un site secondaire dans l'autre, est partiellement satisfaisante, puisque nous, ce que nous avions revendiqué, c'était qu'il y ait... que les états-majors restent quand même, qu'il y ait une partie de l'état-major dans chaque site. Les personnels également craignent quand même... Du genre un directeur à Dijon, un directeur adjoint à Besançon, c'est ça? Éventuellement, oui, qu'il y ait vraiment une petite précision, madame, c'est que l'objectif, ça n'est pas de dédoubler les administrations régionales. Donc l'organisation, elle va être fonctionnelle, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il y aura des services qui seront dans une ville et d'autres services dans une autre. On ne va pas évidemment maintenir les mêmes services dans les deux villes. Sinon, pour le coup, où seraient les économies? En revanche, et ce qui est très important, c'est qu'en effet, on va permettre aux agents, permettre aux fonctionnaires de limiter les mobilités non choisies, notamment, et on expérimentera en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la seule région de France où on va l'expérimenter, ce qu'on appelle le travail en site distant, qui va permettre à des fonctionnaires, tout en étant dans un service qui serait par exemple à Dijon, mais qui aurait été auparavant affecté à Besançon, de continuer à travailler à Besançon de manière distante. C'est ce que je vous disais, éviter les déplacements inutiles, éviter tout ce qui complique et qui renchérit surtout le coût de fonctionnement des administrations. Je me permets ce qu'on craint, ce que craignent les personnels, c'est un écho vraiment du terrain, c'est que le bicite secondaire devienne moins attractif. Alors excusez-moi, le bicite secondaire... Oui, c'est du charabia. Ouais. Le lieu de travail qui ne sera pas chef-lieu d'une des directions deviennent beaucoup moins attractifs et dépérissent progressivement. Justement, ça va être un des thèmes qu'on va aborder bien sûr dans la deuxième partie de cette émission. Ludovic Rochette, vous vouliez réagir avant qu'on passe à M. Martin Fesneau? Oui, deux petites idées. Mais, une qui est essentielle, c'est que la fonction publique et la fonction publique territoriale est extrêmement dans une attitude constructive aujourd'hui. Parce que la situation des agents est compliqué, que ce soit dans l'État ou dans les collectivités. Je voulais vraiment saluer cette attitude. Deuxième point, notre vigilance, ça sera aussi sur la présence de l'État. Il y a la question des directions, et puis après, il y aura la présence territoriale. Et on sera extrêmement vigilant à ce qu'il n'y ait pas une autre vague où des représentations beaucoup plus locales, on l'a vu dans le cas de la gendarmerie, par exemple, dernièrement, ne soient pas touchées. Alors, un des points qu'il y a eu dans cette discussion, on en a beaucoup parlé, certains disent même que c'est une direction qui a fluctué au fil des semaines jusqu'à la décision finale, c'est l'ARS, l'Agence de santé. Christian Magnin-Fesneau, vous êtes très concerné par ce sujet et vous avez été au cœur de ça. Ça s'est passé comment? Est-il vrai que l'ARS a failli être en Franche-Comté, puis en Bourgogne, qu'elle a vogué, disent certains observateurs? Jusqu'au 30 juillet. C'est exactement cela. C'est-à-dire que personne parmi nous n'ignore que le 3 juillet, le Premier ministre s'est déplacé avec 8 ministres à Besançon. Et ce jour-là, monsieur Fousseret, maire de Besançon, par ailleurs président du conseil de surveillance du CHU de Besançon, tenait l'après-midi une réunion de son conseil de surveillance de son CHRU de Besançon. Il avait l'assurance de monsieur le Premier ministre que l'ARS serait
en Franche-Comté. Donc, pendant tout le mois de juillet, l'espoir est resté et jusqu'à l'annonce du 31 juillet. Mais passé cet espoir déçu, et ça a été rappelé tout à l'heure par Monsieur le Préfet, ce qui est très très intéressant, c'est que Monsieur Lannelongue, directeur préfigurateur de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, et Monsieur Touranchot, directeur général par intérim de l'ARS de Franche-Comté, se voient toutes les semaines depuis le 1er janvier 2015 pour travailler sur l'animation territoriale de santé, pour faire en sorte, parce que ce sera notre prochain rendez-vous d'ici à peu près 18 mois, 2 ans, savoir, comme le dit Madame la ministre de la Santé, si on a réussi à développer, à amplifier la proximité du Nivernais jusqu'aux Vosges-Chaunoises, du Morvan jusqu'au Jura. Et je pense qu'en termes d'aménagement du territoire, la chose est totalement capitale. Il faudra vraiment faire en sorte qu'on fasse que le modèle franc-comtois soit réparti sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté avec des conseils territoriaux, avec des animateurs de santé polyvalents pour que on ne laisse pas des gens au bord du chemin vis-à-vis de la prévention, du médico-social et des soins. Un modèle franc-comtois. Vous êtes en train de dire qu'il vous semble qu'il y a un modèle qui était supérieur à l'autre ? J'ai pas du tout dit ça, mais je sais, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Préfet d'Elzan, le siège, c'est une chose, l'animation territoriale, elle peut être largement partagée, c'est déjà en cours entre Monsieur Lannelongue et Monsieur Touranchot au niveau des 2 ARS, et j'ai plutôt une grande confiance vis-à-vis effectivement de cette animation territoriale de santé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce va-et-vient Vous l'avez dit au début juillet, le Premier ministre en personne s'engage auprès du maire de Besançon, le siège de l'ARS sera à Besançon, et puis finalement le 31 juillet ça a changé. On sait que l'ARS a été, le siège de l'ARS, à chaque fois on va préciser, a été donné à des villes ex-capitales régionales dans plusieurs grandes régions, entre guillemets en compensation. Pourquoi Besançon n'a pas eu l'ARS selon vous ? L'exemple que vous citez, pour moi, il n'y a qu'un exemple. C'est Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, future région, grande région. C'est effectivement la capitale régionale de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Toulouse. Et effectivement, l'ARS de cette grande région est restée à Montpellier. Nous aurions pu caresser l'espoir que l'ARS reste en Franche-Comté. Mais maintenant, passé cet espoir déçu, je pense qu'il faut travailler ensemble vis-à-vis d'une animation territoriale de santé sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Éric Delzan, piaf d'impatience de vous répondre. Je voudrais simplement dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur, finalement, en conclusion de ses propos. Ce qui compte aujourd'hui, c'est comment ça va fonctionner demain au service de l'ensemble des usagers et des patients. On sait très bien qu'une décision connaît toujours, avant qu'elle ne soit prise et annoncée, des tours et des détours. Vous avez eu des pressions, notamment du gouvernement. On sait qu'il y a un ministre qui est très attaché à la ville de Dijon, par exemple. Je crois que le sujet, honnêtement, un ancien ministre, oui, c'est vrai. Honnêtement, le sujet, il n'est plus là aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important au moment des négociations, c'est Qu'est-ce qui est important demain ? C'est que l'organisation de l'ARS, qui sera elle-même d'ailleurs sur les 2 villes en réalité, puisque comme pour les directions régionales dont nous parlions tout à l'heure, l'ARS sera organisée sur les 2 villes, soit la plus efficace et la plus performante pour conduire la politique de santé dans la nouvelle région. Je voudrais d'ailleurs préciser que j'ai proposé avec le directeur général préfigurateur de l'ARS que le conseil de surveillance de l'ARS, qui est l'instance où sont représentés l'ensemble des acteurs de la santé pour l'ARS, se réunisse et son siège se réunisse systématiquement à Besançon. C'est la preuve qu'il n'y aura pas d'abandon, encore une fois, de ça. Je voudrais revenir sur un autre sujet qui est très important, celui de la proximité. Ça a été évoqué. Un des fondamentaux de cette réforme, c'est le maintien de la proximité pour les usagers. Il faut savoir que la proximité, c'est le niveau départemental, beaucoup plus que le niveau régional. Les directions régionales reçoivent très peu de public. Très peu de gens se rendent dans une DREAL, dans une directe, un peu plus à la direction des affaires culturelles, mais c'est globalement des directions qui reçoivent peu de public. En revanche, les directions qui reçoivent beaucoup de public, c'est les directions départementales. Et la réforme va conforter l'échelon départemental. Elle va même le renforcer, puisqu'on va avoir des services qui verront à la fois plus de moyens et plus de compétences. Et cette proximité assurée par le niveau départemental, ça fait partie des fondamentaux de cette réforme.
Dominique Aubry, vous vouliez réagir, et Jean-Luc Piton aussi. Oui, sur cette proximité, je crois que tout le monde s'entend pour revendiquer la proximité, mais on met pas forcément les mêmes mots les mêmes réalités sous ce mot. Et vous avez parlé beaucoup, Monsieur le Préfet, de l'administration 3.0, de l'évolution vers le télétravail, vers la visioconférence. Il me semble qu'il est un petit peu dommage qu'il y a peut-être une opportunité qui a été un peu ratée, que cette réforme soit l'occasion non pas seulement de rénover les services, les administrations de l'État, mais la manière de travailler sur le territoire, en associant l'ensemble des partenaires, que ce soit les services de l'État, les collectivités, les entreprises, les partenaires sociaux. Le dialogue social territorial, il est encore vraiment très très balbutiant, et je ne suis pas sûre que la seule réponse, on conforte les directions départementales, soit une réponse de proximité, soit une réponse complète en termes de proximité. Et en plus, on déshabille un peu les DR pour les directions régionales, pour habiller les directions départementales, alors que le gouvernement précédent avait fait l'inverse. C'est vrai que c'est un peu difficile à suivre pour nous. Jean-Luc Piton, vous vouliez réagir, vous, le franc-comtois, je précise. Tout à fait. Alors, deux remarques. D'une part, lorsque vous essayez de mettre en évidence Dijon et Besançon et l'équilibre entre ces deux grandes villes, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, nous avons également d'autres parties du territoire, et notamment le Nord-Franche-Comté. Il y a quand même le 3e site industriel de France qui est à Sochaux, le 31e qui est à Vesoul. Les sites bourguignons sont un peu derrière, mais pour les bourguignons notamment qui ne sauraient pas, donc c'est 2 usines PSA effectivement à Sochaux et à Vesoul. Voilà. On oublie souvent Vesoul, mais effectivement c'est une très grosse usine. Sachant qu'en Saône-et-Loire, il y a également des sites industriels très importants et que le bassin, si vous permettez de compléter, le bassin industriel de ce qu'on appelle l'aire urbaine, Belfort, Montbéliard et Héricourt, est un des principaux de France. Tout à fait. Donc il ne faut pas oublier que effectivement le schéma ne se réduit pas à la position réciproque et équilibrée entre Dijon et Besançon. La deuxième chose, c'est au niveau de la répartition départementale. Il y a quand même une certaine surprise du monde économique de voir que à la fois les mouvements d'organisation de l'État ont privilégié les préfectures de département pendant plusieurs années, et pour des raisons également de bonne gestion des deniers publics et d'économie et d'organisation, mais avec le sentiment qu'un certain nombre de territoires se sentent un peu isolés. On pense par exemple dans le domaine de santé aux services d'urgence, c'est quand même un souci majeur, et que d'un autre côté, l'État ne va pas peut-être jusqu'au bout de la logique, qui aurait peut-être été de supprimer les sous-préfectures. On maintient des sous-préfectures, donc des coûts, alors que le service est de moins en moins apporté par les dites sous-préfectures au niveau local. Et puis l'autre point également, c'est que le Parlement, en adoptant la loi NOTRe, il y avait une ambition qui était de réduire et voire peut-être même de supprimer les départements. Et à la sortie, on se retrouve avec un empilement des compétences qui forcément, au niveau des collectivités locales, va générer des coûts. Les choses ne sont jamais si simples. Vous savez, hier, je rencontrais les grands responsables de la viticulture à Beaune. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez de la réforme territoriale ? Ils m'ont dit, la première chose qu'on vous demande, monsieur le préfet, c'est de ne pas supprimer la sous-préfecture de Beaune. Parce que pour nous et pour le monde de la viticulture, c'est essentiel d'avoir sur place un sous-préfet, en l'occurrence une sous-préfète aujourd'hui. Éric Delzan, quand on habite à Beaune, Dijon, c'est trop loin ? Écoutez, il faut poser la question aux usagers. C'est pas une question de distance. C'est une question d'implication du représentant de l'État dans l'arrondissement avec le monde économique, par exemple. Alors, cela étant dit, notre pays bouge et les besoins évoluent aussi. Cela étant dit, pour être caricatural, Éric Delzan, est-ce que ça changerait quelque chose à la vie quotidienne des Français que, je vais me faire l'avocat du diable, qu'on ferme la moitié des sous-préfectures, qu'on ferme des directions régionales s'inédiées d'une administration? Est-ce qu'en réalité, dans la vie quotidienne des Français, ça changerait quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui ne concerne pas vraiment les Français? Alors, la vie quotidienne, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, tout ce qui est... c'est une façon de lancer la discussion sur les conséquences de cette réforme. Tout ce qui est délivrance des titres, par exemple, on sait très bien qu'à terme, cette délivrance sera soit totalement dématérialisée, soit effectivement assurée par d'autres
sans doute organisations que celles des sous-préfectures, qui d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles ne délivrent plus de titres aujourd'hui. Par contre, vous avez une fonction tout à fait essentielle du sous-préfet, qui est justement le dialogue territorial. Monsieur le président des maires de la Côte d'Or le sait bien. Les maires, ils veulent pouvoir parler avec leur sous-préfet. Quand ils préparent la révision de la carte intercommunale, c'est avec le sous-préfet qu'ils le font. Donc le sous-préfet a un rôle majeur à cet égard vis-à-vis de ces usagers. Vous évoquiez ça tout à l'heure, que sont les maires, les usagers de l'État. Et donc, je crois qu'il y a une fonction essentielle du sous-préfet. Mais c'est vrai que la carte des sous-préfectures doit évoluer. Le ministre de l'Intérieur l'a dit. Il y a des territoires où il y aura peut-être besoin d'ailleurs d'avoir une nouvelle sous-préfecture, et puis des territoires où peut-être on va réviser la carte des sous-préfectures actuelles. Ça a fait partie de votre réflexion, justement? Pas celle de la réforme de l'État territorial qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2016. C'est pour le coup d'après. Mais on a déjà évidemment ça en tête. Vous réfléchissez déjà au coup d'après? Forcément. Concrètement, puisqu'on a expliqué selon quels critères vous aviez choisi, ça s'était mis en place. Concrètement, maintenant, la mise en place, est-ce que ça signifie, si on choisit des régions pour y placer des directions régionales, qu'on ferme des sites et que du personnel de l'administration s'en va, bouge? Dominique Aubry, de votre point de vue, c'est ce qu'on vous a dit, vous avez obtenu des garanties, comment ça va se passer pour les fonctionnaires? Je crois que la peur immédiate du fonctionnaire, c'est la mobilité géographique. Mais la mobilité géographique ne sera certainement pas ce qui les impactera le plus, en fait. On estime, vous me contredirez, monsieur le préfet, si je me trompe, 1000 déplacements dans les personnels de l'État pour 30 000 qui ne bougent pas. Mais à un moment donné, si vous avez le choix entre changer de ville et changer de métier, c'est des fois plus compliqué de changer de métier. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la CFDT demande vraiment une négociation nationale sur l'accompagnement en termes de formation. Parce que ça, c'est vraiment l'adaptation passe par la formation. Je pense que personne ne me contredira sur ce point. Éric Delzan, justement, les chiffres en Bourgogne-Franche-Comté, les mobilités vont concerner combien de fonctionnaires? Alors, d'abord, il faut bien avoir en tête de qui on parle. Si on parle de l'ensemble des fonctionnaires de l'État qui travaillent dans l'ensemble des services régionaux, y compris le périmètre, rectorat, ARS, etc., on est à peu près à 3000 pour Bourgogne et Franche-Comté, tout compris. Donc c'est un périmètre quand même important. Là-dessus, combien il va y en avoir qui vont faire mobilité? C'est encore trop tôt pour le dire précisément, parce que je vous rappelle que les organisations nouvelles ne sont pas encore définitivement arrêtées. Je prendrai les dispositions qui vont bien après que la phase du dialogue social aura eu lieu, que les comités techniques se seront réunis, donc tout ça est pour le mois de décembre. Ce qui est clair, c'est que on sera sur des effectifs effectivement de quelques centaines de fonctionnaires qui sont impactés nécessairement par une mobilité, qu'elle soit lors de votre géographique présentation, parce que vous n'allez pas le dire, mais lors de votre présentation fin juillet, vous avez dit à la presse entre 100 et 400 fonctionnaires. Est-ce qu'on est toujours sur cette fourchette-là? Oui, on est toujours. Je viens de dire quelques centaines, donc vous voyez qu'on n'est pas loin de votre fourchette. La question, c'est pourquoi des mobilités? Et pourquoi éventuellement, ou comment éventuellement éviter des mobilités inappropriées? On a clairement des fonctionnaires de catégorie C, des fonctionnaires d'exécution qui ont des revenus quand même pas très importants, pour qui bouger et devient un véritable problème familial, le conjoint a un autre emploi. On ne va pas obliger ces gens à déménager, même si c'est simplement à 150 km. Je crois qu'il y a un vrai problème là humain. Deuxièmement, vous avez un sujet d'organisation. Vous avez des agents, y compris de niveau catégorie A, qui ont ce qu'on appelle des compétences rares. Ces compétences rares, elles sont utiles et parfois la mobilité va perturber l'exercice de ces compétences rares. Donc on va essayer de mettre en place des dispositifs, c'est ce que j'évoquais avec le travail en site distant, pour justement permettre aux gens de continuer à travailler sur place tout en étant affectés ailleurs. Et là aujourd'hui, on a clairement, si vous voulez, c'est un peu aussi la question du travail, des modes de travail distanciés. On a une autre manière de travailler. Je crois que les entreprises le pratiquent aujourd'hui. Je parlais avec la directrice de la Banque de France. La Banque de France nous a expliqué aujourd'hui que 10% de ces cadres font du travail à domicile, avec des modes sécurisés. Je crois que le travail demain va être différent du travail d'aujourd'hui, dans le tertiaire évidemment, et que la réforme de l'État, elle est une occasion
de changer complètement les modes de travail. Éric Delzan, je vous coupe, mais vous parlez de travail à distance, mais des visioconférences, des audioconférences, c'est des choses qui existent depuis 15 ans. Ouais. Est-ce que c'est parce que l'administration est très en retard ou est-ce que c'est parce que la spécificité de votre travail implique des normes, de la sécurité, des choses comme ça qui font que c'est plus compliqué que pour d'autres? Parce que Jean-Luc Piton lui demandera, mais enfin le monde de l'entreprise, ce genre de choses le fait depuis très longtemps. Ça a l'air de le faire sourire. Ça le faisait sourire un petit peu quand même. Il a raison de sourire, Monsieur Piton, parce que nous sommes terriblement en retard. Nous sommes terriblement en retard à cet égard. Nous avons beaucoup de retard par rapport au monde de l'entreprise, bien entendu, parce qu'en fait, on n'a pas voulu se donner à un moment donné la peine d'utiliser ces techniques modernes. Alors après, on a des vrais sujets de sécurité, effectivement. On peut pas tout à fait, en effet, organiser des visioconférences sans avoir des modes sécurisés. Mais je crois surtout qu'il faut aujourd'hui rattraper ce retard. Il faut être volontariste dans cette nouvelle organisation du travail et volontariste dans ces nouveaux modes de communication. C'est l'occasion de l'être et je peux vous assurer que ce sera le cas ici en Bourgogne-Franche-Comté. Alors Éric Delzan, on va fusionner des directions régionales. Ça veut dire qu'on va aussi, en plus des mobilités, supprimer des postes. Combien de postes de fonctionnaires seront supprimés, notamment dans les états-majors, une fois que la réforme sera mise en place? Par exemple, il y a aujourd'hui 2 préfets de région. Demain, il n'y en aura plus qu'un seul. Ça, c'est la suppression symbolique. Mais attendez, après, ça va concerner combien de fonctionnaires? Mais il y aura toujours, excusez, Éric Delzan, il y aura toujours un préfet du Doubs. Non, mais le préfet... Parce qu'aujourd'hui, le préfet de Franche-Comté, c'est le préfet du Doubs. Il y aura toujours un préfet du Doubs, mais il n'y aura plus qu'un seul préfet de région. Et il n'y aura plus qu'un seul directeur régional pour toutes les directions régionales. Au-delà de ce symbole, je crois que notre pays est engagé sur une trajectoire de réduction de ses déficits publics. 50 milliards d'euros d'économie. Dans ces impératifs de la réduction des déficits publics, il y a évidemment la réduction d'un certain nombre de moyens de fonctionnement des administrations publiques de l'État, et notamment de l'emploi. Donc, c'est le Parlement qui le décidera, puisque c'est dans la loi de finances. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel sera le triennal 2016-2017. On sait par exemple que la baisse des effectifs naturels, la baisse naturelle des effectifs dans les 5 grandes directions régionales en Bourgogne-Franche-Comté, c'est moins 20% d'ici 2020. Oui, absolument. Ça veut dire qu'ils seront remplacés, ces fonctionnaires qui partent, ou on va rester sur cette trajectoire-là? Vous avez bien compris qu'on ne reviendra pas sur cette trajectoire. Dominique Aubry, vous l'avez. Oui, en fait, je voulais donner les chiffres que vous venez de donner et qui nous inquiètent effectivement en termes d'effectifs. Ils sortent des documents de la préfecture, ils sont pas secrets pour personne. Donc moins 12% d'ici 3 ans et moins 21% d'ici 2020. Effectivement, si rien n'est remplacé de ces départs en retraite, ça va faire très mal. Mais ça veut dire qu'on nous a présenté cette répartition des directions comme une répartition gagnant-gagnant entre Dijon et Besançon, mais en fait les 2 villes vont perdre des fonctionnaires. Silence de cathédrale. Christian Magnin-Fézot. Moi, ce qui me paraît intéressant en ce qui concerne la répartition des effectifs des fonctionnaires, en ce qui concerne l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, je pense que la répartition 38% en Bourgogne, 32% en Franche-Comté, me paraît équilibrée, me semble-t-il, par rapport aux besoins affichés par la Franche-Comté et la Bourgogne. Je ne peux parler que de ce domaine-là. Le reste, effectivement, je le laisse à la vigilance de Madame Aubry-Frelin et du préfet Delzan. Et Ludovic Rochette, vous qui êtes élu des Républicains et conseiller départemental par ailleurs, est-ce que vous regardez la bouteille dans sa moitié économie publique ou vous la regardez en tant que maire dans sa moitié on a besoin des fonctionnaires de l'État quand on est maire, quand on est usager? Qu'est-ce que vous prenez là-dedans? Je pense aux contribuables parce que ça pourrait être la double peine. Un État qui réduit ses dépenses, on en a besoin. Les collectivités qui doivent réduire leurs dépenses, et en ce moment, on est quand même très mis à mal avec la baisse des dotations, et on a la mise en question, vraiment dès l'année prochaine, de la qualité de nos services auprès de la population. Donc l'enjeu fondamental, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut répondre à ce double contexte. Les élus et les associations représentantes sont là justement pour avoir un niveau d'alerte. On en aura la démonstration prochainement. Est-ce que pour vous, moins de fonctionnaires, notamment de fonctionnaires d'État, ça veut dire moins de services publics, moins de services au public? C'est surtout la question de la territorialisation de la présence de l'État. Ce que je vois actuellement, c'est qu'on a des
des grandes questions sur les sous-préfectures, on a des questions sur la gendarmerie, sur les trésoreries. Notre but à tous, c'est d'arriver à avoir des services efficaces pour un coût qui soit supportable. Il ne faudrait pas oublier la présence territoriale, parce que comme vous l'avez dit, tout n'est pas qu'à Dijon, tout n'est pas qu'à Besançon. On a des territoires qui ne doivent être absolument pas oubliés. Est-ce que cette territorialité, elle est dans cette grande... Parce qu'on parle de région, en fait, et on a peu parlé de ce niveau territorial. Est-ce que vous, dans votre réflexion de préfet préfigurateur, il y a aussi le niveau départemental, voire plus bas? Bien sûr, cette question de la présence des services publics est essentielle. 2 réponses qui sont apportées aujourd'hui et qui sont développées. Les maisons de l'État, là où il y a un certain nombre de sous-préfectures, notamment les plus rurales, regrouper dans ces sous-préfectures un certain nombre de services de l'État qui sinon risqueraient de partir. Par exemple, ceux de la direction départementale des territoires, parfois même ceux de l'inspection d'académie, pour avoir un pôle de services publics implanté là, et finalement, on rationalise, on mutualise, on rend les choses plus efficaces. Les maisons de services au public, qu'est-ce que c'est? On va en créer 5 nouvelles en Côte d'Or l'année prochaine avec la Poste. Ce sont, dans les locaux de la Poste, un certain nombre de services au public, parce que ce ne sont pas forcément des administrations publiques, par exemple assurance maladie, allocation familiale, mais aussi la SNCF ou ERDF et Gaz de France, vont faire des permanences, ou plus exactement des agents de la Poste représenteront ces services, il y aura une information du public. Donc on va être plus présent sur le territoire, on tient compte de la nécessité qu'ont toutes les organisations aujourd'hui, publiques, de, effectivement, reconsidérer leur mode de fonctionnement pour faire des économies. Mais faire des économies ne veut pas dire qu'on déserte le territoire. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est celui-là. Faire des économies et en même temps assurer la présence nécessaire que tous les citoyens et que tous les usagers demandent. Mais encore une fois, il faut être conscient que notre pays doit faire des économies, doit réduire ses déficits. Et ça oblige qu'on ne peut pas rester immobile. Jean-Luc Piton, votre entreprise est située à quelques kilomètres d'une sous-préfecture où les gens se sont mobilisés parce qu'ils perdaient des services publics. Je veux parler de Lure, en Haute-Saône, où les gens sont arrivés après avoir perdu leur tribunal, une partie des services hospitaliers, le commissariat de police. Voilà, il y a eu plusieurs départs comme ça. Ils sont arrivés, et ça a surpris beaucoup de personnes, notamment en Bourgogne, à manifester pour garder une prison. Est-ce que quand vous entendez ce que propose Éric Delzan, c'est-à-dire des maisons de services publics, une nouvelle réorganisation territoriale, est-ce que vous dites que c'est ce qui pourrait effectivement convenir à nos territoires? Oui, bien sûr. Il est indispensable que l'État se réformant soit à la fois présent, efficace et coûte moins aux contribuables, et qu'on évite qu'il y ait des augmentations fiscales et de fiscalité également par ailleurs. Et si vous parlez de Lure, il y a un enjeu important aussi à Lure aujourd'hui, c'est l'arrêt du train Intercité qui mène à Paris, de la ligne 4, qui inquiète un certain nombre de gens. L'ex-Paris-Bâle, devenu Paris-Mulhouse et maintenant Paris-Belfort. Concrètement, juste, alors c'est un petit peu terre à terre, est-ce qu'il y aura aussi des opérations immobilières, Éric Delzan? Est-ce qu'en fermant des directions régionales, l'État va gagner de l'argent en cédant des sièges de direction régionale ou des choses comme ça? Parce que c'est la question qu'on peut se poser aussi. Alors, à court terme, non, puisque comme je vous l'ai dit, on maintient les services dans les villes. Mais par exemple, il y a un projet aujourd'hui à Besançon, le projet Besançon-Viotte, voilà, c'est ça. extrêmement important, qui regroupera un certain nombre de services, qui permettra de faire des économies importantes d'implantation immobilière de Besançon. Et je crois que Besançon-Viotte, c'est le bon exemple de ce que nous allons faire. Je suis moi-même en train de réfléchir, de voir comment, à moyen terme, on pourrait avoir un projet de même nature à Dijon. À Dijon. Donc, alors, en fait, c'est quoi? C'est regrouper les administrations proches des gares, c'est ça? Oui, l'idée, c'est d'avoir un fonctionnement de l'administration de gare à gare, de manière à ce que si les fonctionnaires doivent circuler, ils aient moins de trajets à faire. Et puis, en même temps, on peut rationaliser, parce qu'aujourd'hui, on a des implantations avec des loyers qui sont souvent trop élevés. Donc, on peut regrouper, mutualiser des fonctions. Voilà, je crois que c'est ça l'avenir. Alors, ça se fait pas... je le dis tout de suite, vous ne le verrez pas le 1er janvier 2016, parce que Viotte, d'abord, c'est 2018, ce sera fini en 2018, tant mieux. Je précise pour Viotte, en fait, c'est un projet donc à côté de la gare Viotte à Besançon, en centre-ville, qui va permettre de regrouper à peu près 800 fonctionnaires, qui sont aujourd'hui répartis sur une dizaine de sites. Et à terme, notamment sur l'immobilier, l'État économiserait 400 000 euros par an. Voilà. C'est un modèle, j'imagine. Écoutez, en tout cas, c'est le plus important projet de cette nature en France aujourd'hui.
Ça rentre dans la mission qu'on vous a confiée, puisqu'on l'a dit, mais par incident depuis le début de cette émission, le préfecture que vous êtes, de façon spécifique, on lui a demandé de travailler sur justement les nouvelles techniques, comment moderniser tout ça. Ça rentre dedans ? Bien sûr, évidemment. Oui. On peut pas imaginer. Encore une fois, ce qu'on m'a demandé, c'est pas juste d'écrire des organigrammes. Ce qu'on m'a demandé, c'est comment l'État territorial fonctionnera mieux et pour rendre mieux le service public à partir de 2016. C'est ça l'enjeu. Sur Viot, vous aurez un point à régler qui est la desserte entre la gare TGV et la gare de Viot avec des horaires adaptés. Alors il y a des navettes aujourd'hui, une dizaine par jour, je crois, mais oui, effectivement, certaines navettes. Il y a moins de navettes que de TGV qui s'arrêtent. Dominique Aubry, Monsieur le Préfet parlait tout à l'heure en disant on a pris du retard dans notre façon de travailler dans l'administration. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ? Et est-ce que ces nouveautés de cité administrative, de gare à gare, est-ce que ça vous semble des points positifs pour les personnels ? Pour les personnels, il est clair que le retard est très difficile. Enfin bon, je crois que je vous étonnerai pas en vous disant que le dialogue social traîne un peu les pieds et qu'il est urgent de discuter avec les personnels parce que si l'Organisation internationale du travail cite 3 phases dans le dialogue social, information, concertation, négociation, on en est tout au plus à la phase 1. Donc il faudra un moment que... Puis c'est vrai que la fonction publique n'est pas le lieu idéal du dialogue social. Ça se saurait. Mais comment vous prenez les critiques qui sont assez générales et récurrentes en France ? Il y a eu encore un rapport de la Cour des comptes cette semaine qui a pointé du doigt le coût de la fonction publique en France. Monsieur le Préfet dit on va être plus efficace. Ça veut dire quand même qu'aujourd'hui l'administration ne l'est pas tout à fait. Quand on est fonctionnaire, comment on réagit à ça ? Bon, écoutez, quand on est fonctionnaire, déjà on a l'habitude d'être critiqué par la population, mais qui en même temps demande quand même plus d'enseignants, plus d'infirmières, plus de policiers, enfin plus de fonctionnaires en clair. Qu'une administration cherche à être efficace, ça ne nous choque pas a priori. Maintenant, il y a un moment où on va arriver sur l'os, quoi, quand même. On n'en est pas à la première réforme de l'État. Donc, faire mieux avec moins, oui. Si on démontre comment on peut y arriver, oui. Éric Delzan. Oui, d'abord, moi, je voudrais rendre hommage au travail de tous les fonctionnaires de l'État, mais des collectivités aussi qui travaillent en Bourgogne-Franche-Comté, parce que je crois que globalement la qualité du service public qui est rendu est très bonne. Et d'ailleurs, finalement, il y a ce paradoxe que vous avez relevé, Madame. C'est à la fois il y a une espèce de critique générale de l'État et de ses fonctionnaires, et puis finalement c'est un message d'amour qu'on leur adresse dans bien des circonstances, ne serait-ce que parce que quand on annonce qu'on va fermer une administration et supprimer des emplois, les gens protestent. Mais je crois qu'ici, vous avez raison, cette réforme ne sera pas sans un dialogue social approfondi. L'urgence dans laquelle nous avons été par rapport aux décisions politiques qui ont été prises n'a sans doute pas permis de le développer autant qu'il aurait fallu. Je suis certain, et vous le dis clairement ce matin, il n'est que temps de l'approfondir d'ici à ce que tout soit mis en place. Tout ça nous amène sur les conséquences à plus long terme de cette réforme. On vient d'essayer de se poser des questions sur la mise en place, mais est-ce qu'à plus long terme, tout cela va changer le positionnement des villes ? Est-ce que ça peut être de nature, je pose la question aux Côtes d'Orient que vous êtes, Ludovic Rochette, à changer, à créer des appels d'air ? Est-ce que vous pensez par exemple, et M. Piton nous dira aussi son idée là-dessus, que une ville qui a plus de sièges de direction régionale, plus de choses, ça va faire un appel d'air pour des entreprises, pour de l'activité ? Est-ce que c'est vu comme ça par les élus ? Alors, les entreprises ont bien besoin en ce moment. Mais la question, c'est de savoir si on est dans une phase pérenne ou une phase transitoire pour la fusion. Parce que notre discussion aujourd'hui, on pourrait se retrouver dans quelques mois avec le même sujet sur le Conseil régional. Ça sera réussi s'il y a une bonne adéquation entre ce que fait l'État, entre ce que vont faire les collectivités locales. Et dans la loi NOTRe, eh bien, on peut avoir quelques inquiétudes. Il y a des choses comme la suppression de la clause de compétence générale qui éclaircit les choses. On explique pour les gens qui nous regardent. Oui. La clause de compétence générale, ça permettait aux collectivités de faire ce qu'elles voulaient sur tous les sujets. Voilà. Enfin, pour faire très simple. Voilà. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est éclairci. Par contre, dans l'application des compétences, par exemple, on parlera très prochainement de la question du transport scolaire. Dans le cadre de la fusion, là, on est vraiment encore dans des discussions obscures. Je répète, ça ne sera réussi que si on arrive
je rebondis à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'échelon de trop. On est dans une phase peut-être où on regrette le conseiller territorial, qui était une réforme qui était en fin de compte la majorité précédente. Oui, qui était une réforme qui était assez intelligente. Bon, vous n'avez pas complètement répondu à ma question sur l'appel d'air. Jean-Luc Piton, est-ce que quand on est représentant patronal, on se dit est-ce que ne pas avoir certaines directions, ça peut inciter par exemple des entreprises ou je sais pas d'autres des projets culturels à ne pas se faire à un endroit ou pas? Oui, bien évidemment. La suppression d'un certain nombre de services publics dans certaines villes ou la diminution du nombre d'agents, c'est valable à Luxeuil pour la BA116, on parlait de la prison de Lure. La base aérienne. Le risque était majeur effectivement pour Besançon de perdre plusieurs milliers d'emplois de salariés de la fonction publique qui y résidaient. Bon, ce risque est évacué aujourd'hui, mais pour les commerçants, c'est un enjeu majeur. Il y a des villes qui effectivement perdent de la vitalité, qui meurent progressivement par le départ d'un certain nombre d'organisations qui faisaient vivre ces villes. Mais on est d'accord qu'en même temps, des déplacements de direction régionale n'auront pas forcément un réel impact. Non, dans le cas présent, ce qui est mis en œuvre d'une façon préfiguration d'ailleurs, parce que il y a une petite ambiguïté puisqu'on parle de chef-lieu provisoire, on parle de préfet préfigurateurs et de directeurs de tel service. Les chefs-lieux provisoires et les préfets préfigurateurs sont là pour durer au moins un peu. Pour devenir des chefs-lieux des préfets. Voilà, il faudrait sortir de l'ambiguïté quand même assez rapidement, mais on n'a pas d'inquiétude derrière, on sortira de l'ambiguïté telle que c'est dessiné. Je le pense. Enfin, je pense pas qu'il y ait d'inquiétude interne à la fonction publique sur le fait que tel chef de service qui est nommé chef de service préfigurateur a vocation à devenir le réel chef de service derrière. Si vous me permettez de rebondir, c'est exactement ce que disait aussi Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon, à l'issue des discussions et quand Éric Delzan a rendu ses conclusions. Il nous a dit à nous la presse, on s'est beaucoup battu pour finalement quelques dizaines, quelques centaines de fonctionnaires, mais c'est surtout de l'ordre du symbolique. Et le symbolique, c'est aussi l'appel d'air dont parlait Lilian. On peut le voir, par exemple, sur une structure publique ou parapublique comme EDF-GDF. On va voir les images. Des salariés de Besançon ont démonté il y a quelques semaines la plaque de leur direction régionale pour la remplacer par une plaque provisoire antenne de Dijon. Donc il y a en tout cas une peur, une crainte de beaucoup d'agents bisontins finalement il y ait des transferts en masse de Besançon vers Dijon. Dominique Aubry-Frelin, non, vous le sentez aussi vous, ça remonte au niveau syndical ce genre de crainte? On voit les images. Oui, c'est effectivement une crainte qui remonte sur la pérennité finalement de l'équilibre, quoi. Il y a un relatif équilibre qui est trouvé aujourd'hui, mais pour combien de temps? Ça, c'est clair que c'est des inquiétudes, mais tout changement provoque des inquiétudes. Mais dans le sens inverse aussi, quand il y a une direction régionale qui est dont le siège est à Besançon, Dijon se dit finalement pour faire une carrière de fonctionnaire, il va falloir aller à Besançon. C'est dans les deux sens, sauf qu'il y en a plus à Dijon. Monsieur Magnin-Fézot, le maillage de santé, quand on parlait d'appel d'air, il est primordial pour les villes aussi? Je pense que, en ce qui concerne le domaine de la santé et de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, on est plutôt protégé vis-à-vis de ce système parce que, sans connaître dans le détail l'animation territoriale de santé de Bourgogne et Franche-Comté, les effectifs dont j'ai parlé en pourcentage, 38% pour la Bourgogne et 32% pour la Franche-Comté, nous paraissent un gage de pérennité vis-à-vis des emplois sur cette thématique. Alors, il y a ce plan, et il y a un mot que vous avez prononcé, c'est pérennité. Est-ce que il peut y avoir un plan suivant? Parce que bon, on est à peu près sur 30%, on va dire, ça a été la norme nationale à peu près, 30% des directions données à d'autres villes. Est-ce que le prochain plan d'économie de l'État pourrait pas logiquement dire dans 3 ans, dans 4 ans, imaginons scénario d'un changement de majorité nationale, dire mais il faut faire des économies, on rapatrie tout le monde dans la capitale. Est-ce que c'est pas ça qui peut se passer, Éric Delzan? Je peux évidemment pas dire ce qui se passera dans 4 ou 5 ans. Je me doute. Non, mais dites-nous s'il y a des garde-fous et des sécurités pour les personnels. Ce que je peux dire, c'est que les décisions qui ont été prises par le gouvernement cet été, elles ont vocation à être pérennes
autant que on a voilà une visibilité évidemment politique. Et je crois que c'est important cette stabilité. Je pense qu'à la fois les élus, l'ensemble des usagers du service public et les fonctionnaires ont besoin de cette stabilité. Donc, moi je vous le dis, l'organisation qui a été annoncée cet été, le fait que le siège de la préfecture de région sera à Dijon, mais qu'il y aura toujours une préfecture du Doubs à Besançon, et que les directions régionales, on voit leur siège répartis de la manière que vous avez rappelé tout à l'heure, tout ça est pérenne. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se projeter non plus dans cette question de savoir quoi et où, mais comment ça va fonctionner. Et comment, encore une fois, ça va permettre d'avoir un État moderne, plus efficient, plus efficace, plus économe dans son fonctionnement et avec un meilleur service public rendu. C'est ça le sujet, c'est ça qu'attendent aujourd'hui l'ensemble des citoyens, finalement. Vous avez évoqué quand même tout à l'heure que la prochaine piste de réflexion, ça pouvait être les sous-préfectures. Mais parce qu'on ne peut pas rester immobile. Oui, le territoire change et que forcément, à terme, la carte des sous-préfectures, qui pour l'essentiel, je le rappelle, date quand même de 1926, ne peut pas rester définitivement la même. Trop tôt pour dire qu'est-ce qui va bouger, mais bien sûr qu'on réfléchit à ça. De la même manière que on a revu il y a quelque temps l'organisation des services départementaux, parce qu'on s'était bien aperçu qu'il fallait bouger. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez dit la question c'est plus quoi et où, c'est comment. Et est-ce que finalement, ce comment n'est pas le même depuis à peu de choses près la Révolution française et la tradition jacobine? On sait qu'en France, tout fonctionne autour d'un centre. Et là, le modèle qui est proposé, finalement, c'est un modèle un petit peu différent de ce qu'on faisait jusque-là. Alors bon, on peut parler de moyens modernes, mais est-ce qu'au-delà, il n'y a pas dans les mentalités, à la fois dans le fonctionnement de l'État, mais peut-être chez les élus aussi, des changements extrêmement importants à mettre en place qui seront peut-être beaucoup plus longs qu'un simple déplacement? Vous savez, j'ai toujours pensé que le contrepoint de la décentralisation, c'était la déconcentration. C'est-à-dire ce fait que on donne aux autorités locales au sein de l'État, plus de possibilités d'agir, plus d'autonomie, avec une logique de moyens et de résultats. Et ce phénomène de la déconcentration, il est essentiel. Il y a la charte de la déconcentration qui a été adoptée par le gouvernement avant l'été. Elle donne plus de pouvoir aux préfets, elle donne plus de pouvoir aux chefs de service. Elle va permettre vraiment de rapprocher l'administration territoriale des besoins des habitants, et elle va donner aux agents, et je crois qu'il ne faut pas que les fonctionnaires aient peur de cette déconcentration, parce qu'au contraire, elle permettra finalement une gestion beaucoup plus intelligente, à la fois des ressources, à la fois d'avoir des objectifs plus clairs et des réalisations plus visibles. Avec des spécialisations pour chaque capitale ou ex-capitale, Besançon revendique maintenant une spécialisation économie et environnement avec l'Adréal et la Directe, par exemple. Oui, mais cette idée de la spécialisation, elle me semble aller dans le bon sens. J'ai proposé effectivement que, puisque le siège de la direction régionale, qu'on appelle l'Adréal, qui s'occupe plus particulièrement des questions environnementales, s'accompagne du siège d'un certain nombre d'opérateurs de l'État, comme l'ADEME, peut-être... Ce qu'on n'avait pas mentionné au début dans la ventilation. Comme la future implantation régionale de l'Agence française de la biodiversité, puisse être également à Besançon. On va créer des pôles, un peu des pôles spécialisés. Je crois que là aussi, ça correspond à une vraie nécessité, parce qu'on créera également un mode de travail au sein de l'ensemble de ces services dynamique. Ludovic Rochette, vous vouliez réagir parce que vous êtes élu. On parlait de décentralisation, et moi je me ferai l'avocat du diable pour vous titiller un petit peu. Vous parliez tout à l'heure des dotations, j'ai l'habitude, des dotations de l'État. Donc vous voulez de la décentralisation, mais vous attendez quand même que l'État vous donne de l'argent. Donc la décentralisation, elle n'est pas vraiment dans toutes les têtes. Si. Si. Mais, enfin, plus sérieusement, je crois qu'il était sérieux. J'étais pas extrêmement sérieux. Si on veut que l'État développe, par exemple, le travail à domicile, il faut du haut débit. Il faut des moyens technologiques pour pouvoir le permettre partout. C'est là où les collectivités locales interviennent. Et donc, il faut qu'elles aient le moyen d'intervenir et d'investir. Les collectivités locales se réforment aujourd'hui. Alors, sous parfois l'impulsion, le contrôle, on pourrait utiliser d'autres termes parfois de l'État, mais par exemple l'intercommunalité. L'intercommunalité se réforme actuellement. On a des cartes qui vont bientôt apparaître sur les nouveaux périmètres. C'est bien la preuve que les élus
ne sont pas du tout dans une situation sclérosée par rapport à toute évolution. Vous parliez de la fin de la clause de compétence générale. Est-ce que c'est pas un retour en arrière sur la décentralisation? Parce que c'était une façon pour les collectivités d'intervenir sur ce qui leur semblait bon. Oui, mais on n'est peut-être pas dans la même situation économique aujourd'hui qu'en 1980-1982. Aujourd'hui, on doit avoir des compétences qui sont fixées. On n'a plus les moyens d'assumer d'autres compétences que les compétences légales. On en est là aujourd'hui. Oui. Si vous permettez, je voudrais effectivement réagir parce que une petite inquiétude là qui peut faire jour dans les milieux économiques, c'est le fait de savoir si cette charge supplémentaire qui va peser sur les collectivités territoriales, dont d'ailleurs les effectifs sont en augmentation importante au niveau national, et donc ça c'est également une inquiétude que la fonction publique d'État, que la fonction publique d'État diminue en termes de nombre d'agents et que dans le même temps les collectivités locales en recrutent des agents alors qu'on sait que les dotations de l'État vont diminuer, donc le budget de fonctionnement va être un peu squeezé et il ne faudrait pas que ça se traduise par une augmentation de la fiscalité. Notamment aussi bien vers les particuliers que vers les entreprises, ça serait tout à fait contraire à l'intérêt collectif. Oui, Dominique. Oui, moi, juste une petite remarque quand même sur les chiffres comparés l'évolution comparée des administrations d'État et territoriales. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu l'énorme paquet des agents des lycées et des collèges qui sont partis de là à l'autre. Il y a eu des gros transferts de compétences, effectivement. Ne serait-ce que ça, plus l'inventaire du patrimoine. Mais c'est ce qu'on entend quand même beaucoup, c'est que les collectivités territoriales ont largement créé de l'emploi alors que l'État fermait le robinet. Oui, enfin, ça se calme beaucoup quand même. Il faut pas rêver. On peut quand même prendre des exemples tout à fait récents. La gestion des fonds européens par les régions, puisque c'était transféré aux régions, se traduit par des créations nettes d'emplois dans les conseils régionaux. Dans un pays où toute action politique, le but de toute action politique, l'alpha et l'oméga, c'est la lutte contre le chômage, est-ce que c'est bien finalement qu'il y ait moins de fonctionnaires? Juste pour préciser peut-être que en grande partie les emplois qui ont été créés pour ces fonds européens sont pris en charge par des fonds européens. Non, alors là je conteste ce que vous venez de dire, je suis désolé. Il semblerait que ça ne soit le cas qu'en partie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des créations nettes. Je suis obligé de vous couper sur ce débat, certes passionnant, qui nous a un petit peu éloigné du thème de la matinée. C'est la fin de cette première partie. On se retrouvera juste après pour les questions qui nous ont été posées sur les sites internet de Bourgogne et de Franche-Comté. Et pour l'instant, c'est l'heure des informations. Aujourd'hui,